Les grandes gueules, c'est la dernière heure des GG, c'est la troisième heure des grandes gueules avec aujourd'hui Joël Dagosseri, la coach de vie, avec Yves Candebord, le chef cuisinier bien sûr, le restaurateur, et puis nous sommes avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée. Troisième heure des GG, c'est aussi la dernière de La France en crise. Cette semaine, on a vu des responsables politiques, des économistes aussi se succéder au micro des GG. On a notre dernier invité. RMC, face aux grandes gueules. Il est député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise, c'est Emmanuel Bompard qui est avec nous. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, j'ai vu que vous aviez dit ça à Monsieur Bardella. Je vous dis bonjour Monsieur le Premier ministre aussi. Vous corrigez aujourd'hui. Non, mais c'est parce que j'imagine que vous avez l'ambition peut-être aussi d'aller à Matignon. Ah non, moi j'ai surtout l'ambition de faire en sorte que, après la chute de Monsieur Bayrou, qui est maintenant inéluctable, qui va avoir lieu lundi, j'ai l'ambition que ça puisse permettre un changement de politique. Mais la gauche, pour emmener la gauche à Matignon. Oui, mais vous voyez bien que s'il s'agit pour ça de devoir négocier, comme certains essayent de le faire, une forme de coalition avec les macronistes... Ce que font les socialistes ? Évidemment. Alors ça ne se traduira pas par un changement de politique. Donc moi, la question à laquelle je réfléchis et sur laquelle je travaille, c'est comment on fait en sorte de changer de politique. Parce que si on continue dans la politique qui est en place dans ce pays depuis maintenant des années et des années, on va dans le mur, et tout le monde le sait. Regardez où on en est. Et pour changer de politique, il faut changer de président ? Je crois, parce que regardez, l'année dernière, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale. Les Françaises et les Français sont allés voter. Majoritairement, ils ont voté contre la politique de M. Macron. Et en vérité, M. Macron n'en a pas tenu compte. Il a fait des combinaisons politiciennes pour mettre en place la continuité de cette même politique. Donc je pense que si on veut permettre aux Français de choisir quelle doit être la politique qui va être mise en place dans ce pays, après ils choisissent la politique qu'ils veulent. Mais je crois qu'il faut leur redonner la parole. Et leur redonner la parole, je pense que ça passe par une élection présidentielle anticipée. On n'y est pas, il y a le vote de confiance lundi. Et puis il faudra sans doute, bien sûr, imaginer l'après-Bayrou très vite. Les socialistes, vous les accusez de préparer une coalition avec la droite. Vous êtes de mauvaise foi, parce que les socialistes disent « Non, nous, si on va au pouvoir, c'est sans la droite, sans les macronistes. On n'utilisera pas le 49.3, mais en échange, on demande à tous les groupes de composer. Donc on essaiera de trouver des textes qui peuvent trouver des majorités. » C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent eux, oui. Mais je ne suis pas de mauvaise foi, je vais vous dire pourquoi. Parce que, évidemment que si vous voulez un accord de non-censure, il parle d'accord de non-censure, mais il faut négocier un accord de non-censure. Et il faut négocier un accord de non-censure de telle sorte à pouvoir avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui acceptent de ne pas vous censurer. Bon, et donc cet accord de non-censure, quand vous êtes le Parti Socialiste avec moins de 70 députés à l'Assemblée nationale, vous devez le négocier avec d'autres groupes, et notamment le négocier avec les groupes macronistes. Parce qu'il y a donc me dites pas qu'il ne s'agit pas d'une coalition. Non. S'il y a une négociation sur un programme, mais parce qu'il n'y a pas de majorité. Si vous étiez vous les insoumis au pouvoir, vous feriez la même chose. Non, pas du tout. Ah bon? Non. Alors comment vous ferez alors? Je viendrai devant l'Assemblée nationale, je présenterai le programme sur lequel nous avons été élus devant les électrices et les électeurs. Et après, je demanderai le vote de confiance, comme le fait M. Bayrou. Vous l'auriez pas? Et voilà. Voilà. Donc on resterait dans une situation bloquée. Peut-être que je l'aurais pas. Peut-être que je l'aurais pas. Pourquoi vous l'auriez? Parce que peut-être qu'il y a une majorité de députés qui considéreraient que le programme que je défends et que je propose pour le pays est un programme qui permettra de sortir le pays des situations difficiles. Mais non, mais attendez. Et donc ça veut dire que ce que vous proposez, c'est la suite du blocage. Vous proposez pas? Non. Au moins les socialistes essayent de trouver des solutions. Très bien, mais applaudissez les socialistes si vous voulez. Il y a aucun problème. Moi, je vous dis juste que quand vous avez été élus devant les électrices et les électeurs l'année dernière pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation du SMIC, pour la planification écologique, pour la 6e République, vous venez pas faire un accord. Donc c'est tout ou rien pour vous? Mais c'est pas tout ou rien. Franchement, en fait, on nous a déjà fait le coup l'année dernière. Après la chute de M. Barnier, on nous a dit oui, vous c'est tout ou rien, vous allez voir, on va gagner des grandes victoires pour les Françaises et les Français. D'ailleurs, les socialistes ont négocié un accord de non-censure avec Bayrou. Monsieur Truchot, est-ce que vous avez l'impression que depuis que M. Bayrou a été en place, la situation du pays s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression que le Parti Socialiste a gagné les grandes victoires que les Françaises et les Français attendaient? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de pouvoir d'achat, la situation s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes économiques, la situation s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de chemin vers la transition écologique, puisque c'était quand même un des axes majeurs de la campagne que nous avons menée l'année dernière, les choses se sont améliorées? Évidemment non. Donc moi, c'est pas que je veux pas débloquer la situation, c'est que je veux pas semer des illusions.
Et je pense que précisément, si vous voulez débloquer la situation, on est en démocratie. La situation est bloquée parce que M. Macron est minoritaire, mais qui veut continuer à imposer sa politique. Eh ben, M. Macron doit partir. Il doit y avoir une élection présidentielle anticipée. Et après, les gens tranchent. Voilà. Et peut-être que mon point de vue, il ne sera pas majoritaire. Je peux l'entendre. Et vous, dans ce cas-là, vous on acceptera le résultat des élections. Voilà, vous accepterez le résultat des urnes, quel qu'il soit. Mais évidemment, qui est d'accord avec ce raisonnement maintenant, parce que je vois ce qu'il y a derrière votre question, soyons clairs. Si vous êtes en train de me dire, est-ce que si le Rassemblement national et l'extrême droite l'emportent, j'accepterai le résultat des élections? Évidemment, j'accepterai le résultat des élections. Mais à la moindre remise en cause de l'état de droit, à la moindre remise en cause de l'égalité des citoyennes et des citoyens, alors là, vous nous entendrez. Je vous le garantis. Joël. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement ou pas? Je suis complètement d'accord avec ce raisonnement. De toute façon, pour moi, en l'état actuel, il est mieux que le président parte. C'est lui le blocage. C'est ni Bayrou, c'est ni l'Assemblée nationale. C'est lui le point bloquant du pays à l'heure actuelle. Donc, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Et le problème, c'est Emmanuel Macron. Oui, il faut le dire. Pourtant, j'ai voté pour lui, mais c'est le problème. Donc, mais par contre, là où je suis surprise, c'est que vous dites que vous iriez quand même. Donc, si on devait nommer un premier ministre de votre parti, vous iriez et vous présenteriez donc votre politique telle qu'elle a été, votre programme tel qu'il a été conçu. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas comme Monsieur Bardella, non, j'irai pas en l'état actuel de la composition de l'Assemblée nationale parce que il est impossible de pouvoir appliquer notre programme? Mais parce que je pense que quand les Françaises et les Français ont voté majoritairement, alors je sais c'est une majorité relative, mais à l'Assemblée nationale, la coalition, le bloc politique qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le Nouveau Front Populaire. Je pense que si on vient nous dire, vous avez votre chance pour essayer de mettre en place votre programme, ça me paraît légitime d'essayer. Ça me paraît légitime de venir voir l'Assemblée nationale et de leur dire, voilà, nous, le diagnostic qu'on fait de la situation du pays, c'est celui-là, et les solutions qu'on propose pour le pays, c'est cela. Et après, il y a une majorité de députés qui disent, OK, on vous laisse votre chance. C'est encore Lucie Castet, votre candidate? Non, mais attendez. Ouais, change de armes parce qu'elle est moyenne. Non, mais attendez. Moi, j'ai répondu à votre question sur qu'est-ce que moi je ferais. Maintenant, je pense sincèrement, et je crois que je suis assez clair sur ce sujet, que la situation, elle est bloquée. Si on reste dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, on est condamné à changer de gouvernement tous les 2 ou tous les 3 mois. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, parce qu'en fait, ça empêche le pays de se projeter, et que les gens, ça les empêche de se projeter. Peut-être qu'on va parler d'économie, y compris les acteurs économiques, ça les empêche de se projeter. Oui, le problème, c'est que vous êtes dans le déni, vous. Pardon. Vous êtes dans le déni. Expliquez, un argument peut-être, quelque chose. Oui, je continue. Je dis vous êtes dans le déni. François Bayrou fait tous les plateaux télé, radio, etc. pour dire que le problème numéro 1 que nous avons, c'est la dette publique et que nos jeunes, nos enfants seront les premiers à payer la facture. Et moi, j'entends les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon le premier, dire la dette publique, ce n'est pas le problème pour les Français. Alors là, je me dis donc si vous arrivez au pouvoir, la dette publique n'est pas un problème. Il a dit c'est pas le problème numéro 1 pour les Français. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'accord, c'est pas le problème numéro 1. Non mais attendez, est-ce que vous savez c'est quoi le problème numéro 1? Ah là, je pense que le problème, c'est difficile de dire le numéro 1 et le numéro 2, mais je pense que là, les gens ils galèrent, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que je crois que le pouvoir d'achat. Oui, mais pour les aider, si on est endetté, c'est compliqué. Attendez, on va prendre les points un par un. Si c'est de l'investissement ou de l'endettement. Exactement. C'est pas la dette en soi. La dette en soi n'est pas forcément un problème. Ça dépend pourquoi faire. C'est de la mauvaise dette, vous le savez. Attendez, Monsieur Truchon. 2 secondes, si vous voulez bien. Premièrement, aujourd'hui, à chaque fois que la France émet un titre de dette, il y a 3 acheteurs. Donc on n'a pas de problème pour se financer. Deuxièmement, on se finance moins cher que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Troisièmement, la charge de la dette en France est inférieure à ce qu'était la charge de la dette en France à la fin des années 90 c'est ça, vous êtes dans le déni, au début des années 2000. Mais je suis pas dans le déni. Mais je suis pas dans le déni. Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Comment ça se termine? Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Quand vous comparez aux États-Unis, vous comparez la première puissance du monde. Les États-Unis maîtrisent leur monnaie. Oui, c'est ça. Mais d'accord, mais ils ont la première monnaie du monde et c'est la première puissance économique. On peut en parler si vous voulez. Mais la dette est un problème pour eux et d'ailleurs ils le savent aussi. Attendez, je vous dis, premièrement, la situation n'est pas aussi catastrophique que ce que M. Bayrou est en train de nous dire. Deuxièmement, il y a un déficit important, personne ne le conteste. Il y a plus de 5% du PIB de déficit. Pourquoi y a-t-il un déficit important? Parce que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ce qui a baissé, c'est les pourcentages de recettes. Par rapport les impôts. Par rapport à la richesse produite chaque année dans notre pays, le pourcentage de recettes de l'État a augmenté. La richesse produite a augmenté et le pourcentage de recettes a baissé. C'est pas la dépense publique qui a explosé depuis que Macron est arrivé au pouvoir, elle a même un tout petit peu baissé. Non, il a baissé les impôts. Les recettes, parce que M. Macron a baissé les impôts pour les plus riches. Non.
Si essentiellement la taxe d'habitation, c'est pas les plus riches. La redevance télé, c'était tout. Il a baissé les impôts. S'il vous plaît, on va peut-être pas donner. Aucun Français demande le retour de la redevance télé, par exemple. Je parle pas de ça. C'est les impôts. L'essentiel des baisses de recettes de l'État depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les cadeaux aux ultra riches. C'est, par exemple, la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est les cadeaux. L'IFI, c'est pas mal. Hein. Non, mais il y a une baisse. L'IFI, ça rapporte moins que ce que t'es l'impôt de solidarité pareil. Sur la fortune. C'est des cadeaux aux très grandes entreprises. Non, c'est les impôts de production qui ont baissé. Mais c'est pour ça qu'il y a moins de chômage. Vous appelez des impôts de production. Les impôts de société, on en paye plus en France que partout en Europe quasiment. C'est plutôt une bonne chose pour les chefs d'entreprise. C'est de la cavalerie, c'est un système social qui coûte trop cher et qu'on rembourse par des subventions. Autant baisser le système social. Ok. Les cadeaux dont on est en train de parler, ils ont profité essentiellement aux grands groupes, aux grandes multinationales. C'est pas des cadeaux. Déjà de gros bénéfices. Attendez, c'est là où on peut débattre. Depuis 10 ans, est-ce que vous savez que dans la dernière décennie, les multinationales, elles ont détruit 250 000 emplois et les petites et moyennes entreprises, elles en ont créé 200 000. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur l'impôt sur les sociétés, les petites et les moyennes entreprises, elles payent en moyenne 7 points de plus que les multinationales et les grandes entreprises. Donc je vous dis que la politique qu'a fait Emmanuel Macron, c'est une politique qui a profité aux très grands groupes au détriment des petites et des moyennes entreprises. Elle n'a pas fait baisser le chômage. On a radié des chômeurs. Là aussi un déni. Non, mais franchement, ne dites pas que c'est un déni. Écoute, on peut être très critique contre Emmanuel Macron, mais il y a des choses qu'il faut quand même reconnaître. Le chômage a baissé depuis 2010. Non. Là, les chiffres du chômage, c'est de la manipulation de chômage ont baissé. Les chiffres du chômage. Demande à nos gamins qui sont sur le marché du travail si le chômage a baissé. On est dans le complotisme alors. Monsieur, les chiffres du chômage ont baissé. Et ils ont moins baissé d'ailleurs que dans la moyenne des pays de l'Union européenne, bizarrement. Donc, premièrement. Deuxièmement, tout le monde sait qu'il y a eu des radiations. Il y a eu le développement du statut d'auto-entrepreneur. Il y a eu de plus en plus de travailleurs pauvres. Donc si vous, c'est le modèle de société que vous voulez pour le pays, défendez-le. Mais moi, c'est pas le modèle de société que je veux pour le pays. La politique de l'offre, après je laisse parler madame, la politique de l'offre, c'est-à-dire cette idée que parce qu'on allait faire des cadeaux aux grands groupes et aux grandes entreprises, ça allait ruisseler sur l'économie réelle, c'est un fiasco. C'est un fiasco cette politique. Donc faut changer ça. Et deuxièmement, et je m'arrête là, et je suis sûr que ce que je vais dire, vous allez y être sensible. Quand votre politique économique est une politique de réduction de la dépense, de l'investissement public et de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, ça produit de la récession économique et tout le milieu économique français galère. Est-ce que vous avez vu, je parle sous le contrôle d'un restaurateur, est-ce que vous avez vu cet été que les restaurateurs vous disent mais en fait les gens ils viennent plus ou ils prennent pas de dessert parce qu'ils ont plus d'argent, les gens ils vont plus chez le coiffeur. Pourquoi ? Parce que si vous avez une politique de baisse du pouvoir d'achat, à la fin ceux qui souffrent c'est les artisans, c'est les commerçants. Donc précisément il faut faire l'inverse. Le budget de cette année il a diminué la croissance par 2. Si le budget de Bayrou vous le laissez passer, c'est encore plus de restaurateurs, d'artisans, de commerçants qui vont être sur la paille. Il faut faire l'inverse, il faut avoir une politique de relance sociale et de relance écologique. Manuel Bompard reste avec nous, coordinateur de la France Insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône. Question, dialogue avec Yves Candebord, Joël Dagosseri et avec Mourad Boudjelal. A tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC Story, c'est le coordinateur de la France Insoumise, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, qui est avec nous. On parle bien sûr de la crise politique. Question, dialogue, Yves Candebord et Mourad Boudjelal. Yves, Mourad, je laisse commencer. Tiens, je tape en douche. Puisque tu as le lieutenant de l'ingénieur du chaos à côté de toi. Il faut en profiter. L'ingénieur du chaos, c'est Jean-Luc Mélenchon, selon Bruno Retailleau. Le chaos que vous voulez provoquer le 10 septembre. Avec le bloc tout. Oui. Non, j'attendais peut-être une question. Il faut répondre à l'ingénieur du chaos. Outrances de M. Retailleau. Si je dois répondre aux outrances de M. Retailleau, je vais faire que ça dans ma vie. Pardon, mais le chaos, je crois que il est un peu sous nos yeux là. Le chaos, c'est quand même le résultat de ces dernières années de politique. Est-ce que vous cherchez le 10 septembre aussi ? Mais non, mais moi je cherche pas le chaos. Je soutiens les Françaises et les Français qui en peuvent plus. En fait, vous comprenez, ils sont en colère les gens. Ils ont envie que ça change, donc ils vont se mobiliser. Et évidemment que moi je souhaite qu'ils se mobilisent de manière calme, pacifique mais déterminée, évidemment. Mais par contre, on a le droit de se mobiliser. Alors je sais que M. Retailleau, lui, il rêve peut-être d'un pays dans lequel les gens ils peuvent plus manifester et ils peuvent plus faire grève. Mais pardon, on est en France ici. Et donc en France, quand on n'est pas d'accord, et en France, on a le droit, c'est dans la Constitution, de faire grève, de faire des manifestations. Voilà. Mais il me semble que M. Retailleau était dans la rue avec Sens Commun
Oui, là, ça le dérangeait moins. Ça le dérangeait moins pour le mariage, pour lutter contre le mariage pour tous. Et là, ça le dérangeait pas d'être dans la rue avec sens commun, monsieur Retailleau. Il allait manifester. Donc, faut pas dire n'importe quoi, en fait. Les gens, ils ont le droit de se mobiliser, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de demander un changement de politique. Juste, moi, en préambule, je voudrais... alors, je partage pas vos idées, bien sûr, et je voterai pas pour vous, mais d'abord, je voudrais vous remercier par rapport à ce qui s'est passé dans une partie du monde, à Gaza, dans un pays où on se rend compte on risque beaucoup plus à dire Free Palestine qu'à dire Free Génocide. Voilà, si on dit Free Palestine, normalement, il y a la police qui vient sonner chez vous. Si on dit Free Génocide, vous passez à la télé. Donc, ça là-dessus, je trouve que vous avez une attitude courageuse et contrairement à tout ce qui s'est dit, pas antisémite, puisque vous n'avez jamais mélangé une population, une religion, avec des dirigeants, ce qui est l'essentiel pour moi. Je vous remercie de le dire. Sur le reste, vous me faites peur. Vous me faites peur parce que moi, je suis comme Yves, je suis un entrepreneur, j'ai créé des emplois, j'ai payé beaucoup d'impôts et sincèrement, si vous prenez le pouvoir, j'ai l'impression que je vais représenter pour vous une tête de gondole dont on dit qu'on va presque un criminel parce que finalement, j'ai l'impression que dans l'état d'esprit de LFI, gagner de l'argent comme on l'a fait, travailler, créer de l'emploi, c'est presque criminalisé et qu'on devient une pompe à fric. Et donc, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, si vous prenez le pouvoir, je vais me faire dépouiller. Et je pense que Yves, il en est à peu près dans le même état d'esprit. Complètement. Moi, je suis un peu comme Mourad. Vous nous faites très, très peur. Et c'est vrai que vous nous faites peur aussi parce que vous avez toujours un discours très agressif. Et on a l'impression que les petites PME, parce j'étais employé pendant 20 ans avant de m'installer. Donc, j'ai créé des PME qui ont très, très bien marché. Et on a l'impression que c'est un peu la chasse aux sorcières des gens qui créent une richesse, qui emploient des gens, qui emploient du personnel, dans des bonnes conditions. Moi, j'ai des personnes qui restaient avec moi pendant 20 ans. On n'a pas eu de conflit particulier avec eux, bien au contraire. Certes, moi, j'ai gagné très, très bien ma vie, mais j'ai gagné ma vie correctement par rapport aux 100 heures que je faisais par semaine. Et mes employés gagnaient très correctement leur vie. Donc, l'amalgame qui est fait par rapport aux gens qui essaient d'amener de la richesse à un pays... il est violent et il fait très très peur à beaucoup de gens et surtout à beaucoup de petits patrons de PME. L'amalgame entre la grosse industrie française et une petite PME, elle est dure à supporter pour nous. Oui. Alors précisément, je vous remercie de vos questions parce que peut-être que ça va me permettre de clarifier un point. C'est que, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que c'est vous dans votre question qui faites en quelque sorte un amalgame entre toutes les formes d'entreprise. Moi, je le disais tout à l'heure dans la première partie de la discussion, ce que je conteste, c'est une politique qui s'est faite essentiellement au service des très grandes entreprises, avec notamment des baisses de cotisations sociales pour les très grandes entreprises, des crédits d'impôt pour les très grandes entreprises, et qu'à la fin, ça ne s'est pas traduit pour ces très grandes entreprises par des créations d'emplois. Je donnais les chiffres tout à l'heure, elles ont détruit des emplois, et ça s'est traduit par de l'argent qui allait immédiatement dans le versement de dividendes. On a atteint l'année dernière un record historique de versement de dividendes. Et moi, je fais précisément la distinction entre ces très grands groupes, ces très grandes multinationales et les petites et les moyennes entreprises. Mais la politique économique... on n'a pas les mêmes armes on n'a pas les mêmes armes pour défiscaliser, donc c'est nous qui prendrons les coups. Exactement, donc comment on fait ? Comment on fait pour, d'un côté, mettre à contribution, évidemment, les très grandes entreprises, parce que c'est pas normal que les très grandes entreprises, elles payent 7 points d'impôt sur les sociétés en moins que les petites et les moyennes entreprises, c'est pas normal. Donc, c'est elles qui doivent être mises davantage à contribution. Ils ont les moyens progressifs en fonction du chiffre d'affaires. Ils font leur chiffre d'affaires ailleurs. Modulés en fonction des investissements. Vous voyez, donc, pardon, mais j'ai envie d'essayer de vous convaincre que la politique économique dont je suis en train de parler, c'est une politique économique qui va favoriser les petites et les moyennes entreprises. L'impôt serait progressif sur le chiffre d'affaires. Non, je dis que l'impôt sur les sociétés, oui, je pense qu'il doit avoir une forme de progressivité. C'est-à-dire que je pense que pour une très grande entreprise, il faut mieux rester petit. Par exemple, oui, et peut-être en le modulant aussi. Le chiffre d'affaires, c'est pas des bénéfices. Ah non, je suis d'accord avec vous, mais les très grandes entreprises, elles ont des chiffres d'affaires. Donc, demain, j'ai un restaurant et que je gagne 10 000 euros. Vous me prenez combien ? Ah bah là, attendez, faudrait. Imaginons, à la fin du bilan, j'ai 10 000. Voilà. L'impôt sur les sociétés aujourd'hui, on est d'accord ? Oui. Et il y avait un taux qui était un taux différent préalablement entre les petites moyennes entreprises et TPE et les grandes entreprises. Il était à 33, 35, il est passé à 25. Voilà. Et il reste encore plus haut que, par exemple, qu'en Allemagne. Et donc, chez nos concurrents. Moi, je dis juste une chose. Après, c'est pas que par l'impôt sur les sociétés. J'imagine. Oui, attendez, parce qu'après on va prendre des questions qui sont des questions très techniques. Moi, je veux dire, je pense qu'il faut avoir une politique qui favorise les petits groupes, les petites entreprises, et qui mettent davantage à contribution les grandes multinationales et les grandes entreprises. Quelles sont les difficultés des petites et moyennes entreprises aujourd'hui ?
prenons ce point-là. Quelles sont leurs difficultés? Le coût des charges salariales. Attendez, ça c'est votre point de vue, moi je suis pas d'accord. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Le jour où vous monterez une entreprise, vous serez d'accord avec moi. Attendez, mais moi aussi j'ai travaillé dans une entreprise. Non, vous avez travaillé, vous n'avez pas monté. Mais c'est pas vrai, j'ai participé à la création d'une start-up. Vous avez déjà fait un chèque à l'URSSAF? Mais c'était pas moi qui l'ai fait. Voilà. Mais moi, oui. Attendez, mais ne me dites pas, vous connaissez, il n'y a pas ceux qui connaissent la réalité. Non, mais il y a ceux qui ont fait un chèque à l'URSSAF, ceux qui la connaissent pas. Ceux qui ont fait un chèque à l'URSSAF et ceux qui n'ont pas fait de chèque à l'URSSAF. Je veux vous dire que c'est pas du tout la même mentalité. S'il vous plaît. Il y a le monde réel. Je vous propose des réponses. Après, les gens ils choisissent, d'accord? Moi, je pense, en tout cas, c'est mon expérience, que les petites et les moyennes entreprises aujourd'hui elles galèrent dans l'accès au crédit. Donc, on peut y répondre, par exemple, en mettant en place un pôle public bancaire qui va faciliter l'accès au crédit pour les petites et les moyennes entreprises, avec le coût de l'énergie, Donc comment on fait en sorte de rétablir des tarifs réglementés de l'électricité et pas être calé sur un marché qui se traduit par des augmentations des prix de l'électricité de 100 ou de 200%. Bon, et ensuite en remplissant les carnets de commandes, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se décrète pas, ça. Bah oui, mais précisément on fait la danse du carnet de commandes ou... Attendez, franchement, Mourad Boudjel, j'essaye d'avoir une discussion sérieuse avec vous. Non, mais en remplissant les carnets de commandes, c'est pas ça. Mais pas en réduisant le pouvoir d'achat des gens, pas en réduisant les investissements publics. Prenons un exemple, tout le secteur du bâtiment. Si votre politique publique, c'est une politique d'investissement dans la rénovation énergétique des logements, si vous fixez des objectifs comme ça, à la fin, c'est tout un secteur de l'économie qui en profite. Et on fait l'inverse. Pour remplir les carnets de commandes, il faut une offre concurrentielle. Pour avoir une offre concurrentielle, il faut qu'on ait une baisse des charges de façon à ce que ça répercute sur le prix de vente. Et à la fin, vous allez financer comment votre modèle de protection sociale si vous baissez les cotisations? C'est peut-être tout ça qui est à revoir. Parce que la politique, c'est quand même écouter les gens. Et vous avez le constat, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une politique qui favorise les grandes entreprises et pas les PME. Moi, je suis une auto-entreprise, donc je suis encore plus en dessous. Oui. Et je peux vous dire que j'ai vu les charges URSSAF, comme quand vous faites le chèque à l'URSSAF, ça vous fait mal parce que quand vous commencez et qu'il est à 21 et qu'aujourd'hui vous êtes à 25 ou à 26, ça commence à chiffrer. Donc, et là où j'ai l'impression que vous ne voulez pas entendre, puisque c'est quand même votre rôle de politique, c'est quand les gens qui sont dans ce secteur-là et vous disent, nous, on a besoin d'une baisse de charge, vous leur dites non. Vous leur dites non. Et vous parlez d'aller taper sur les grosses entreprises, mais vous savez ce qui fait mal quand on est petit? C'est pas seulement le taux de l'imposition. Ce qui fait mal, c'est que vous payez l'impôt et vous payez la complexité de l'État. Ça veut dire que pour naviguer dans cette usine à gaz et ce labyrinthe, vous devez employer plus de personnes alors que vous êtes une petite entreprise. Et ça, vous n'en parlez jamais, de cette complexité de l'impôt. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. À développer. C'est des emplois qui ne sont dédiés qu'à naviguer dans le brouillard et dans la complexité de l'État. Madame, j'ai pas de problème pour discuter de ça, mais moi je veux juste rentrer dans le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est vous me dites, et c'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers mois, oui, en gros, le problème, c'est les cotisations. Parce que, pardon, ça s'appelle pas des charges, ça s'appelle des cotisations, qu'elles soient payées par les salariés. Entre le brut et le net. Rien qui est payé par les salariés. Tout est payé par l'entrepreneur. Tout est payé. À part que c'est déduit du salaire du salarié, mais le salarié fait pas un chèque en direct. Oui, enfin, il y a quand même... Le salarié faisait un chèque en direct. Il y a un brut, il y a un net. Entre les deux, c'est des cotisations versées. Et le brut des salariés, il y a un super brut et entre les deux, c'est des cotisations versées par les employeurs. Par le patron. Franchement, on va pas jouer sur les mots. Bon, ces cotisations, elles servent à quoi? Parce que moi, j'entends parfois comme si c'était de l'argent qu'on piquait aux salariés. Ces cotisations, elles servent à venir financer une protection sociale, une assurance maladie, un droit à la retraite. Et essayer de faire croire, comme je l'entends parfois, essayer de faire croire, mais ça, c'est pas de ma responsabilité, essayer de faire croire que, en quelque sorte, les gens s'en sortiraient mieux si on enlevait tout ça, alors que c'est pas vrai. Parce que dans les pays dans lesquels il n'y a pas de droit à la retraite ou dans lesquels il n'y a pas d'assurance maladie, et à la fin, attendez, je vais terminer cette démonstration. Et s'il y en a. À la fin, c'est des assurances privées pour pouvoir être soigné si on est malade, et c'est des retraites par capitalisation. C'est les meilleures retraites. On leur donne du pouvoir d'achat. Les retraites par capitalisation, c'est mieux. Et vous, si à la place, on leur donne du pouvoir d'achat, quelque part, les comptes de l'État, il y a une consolidation au-dessus qui s'appelle Trésor public. On peut peut-être récupérer de l'argent sur la taxation de la consommation, sur la taxation des sociétés, parce qu'elles feront un bien meilleur chiffre d'affaires. Elles vont créer de l'emploi. Et cet argent, on va le récupérer pour la protection sociale. Plutôt que fiscaliser le travail comme si travailler, c'était un impôt
impôt. Travailler, ça ne doit pas être un impôt. Ça doit être un moyen de consommer. Mais et ce moyen de consommer doit se transformer en impôt. Personne ne veut dire que travailler, c'est un impôt. Il s'agit juste de dire que quand on va vous verser un salaire, il y a une partie de ce salaire qu'on met dans une caisse, et cette caisse, elle permet de nous soigner quand on est malade ou de payer un droit à la retraite. Donc, faire croire aux gens, et je vous laisse parler, mais faire croire aux gens qu'en supprimant ça, on va améliorer leur pouvoir d'achat, c'est pas vrai ce que vous proposez. On va chercher l'argent ailleurs. Ce que vous proposez, c'est de substituer des prélèvements privés obligatoires à des prélèvements publics. J'ai eu 120 employés. Oui. J'ai eu 120 employés, et je vous promets, alors c'est là que je vous rejoins sur exclusivement ce point, c'est que ça ne posait pas de problème de payer de l'URSSAF, parce que je pense que le système social français me convient. Moi, ce qui me dérangeait profondément, c'est qu'on a tous le même système de taxation. Selon le métier qu'on fait, bien sûr. D'accord. Même si tu as un monopole, comme les autoroutes. Voilà. Il y a des métiers où on a besoin de la main. Alors, je vais parler de mon métier que je connais par cœur. Métier de restauration, quand il est bien fait, on en a parlé un peu déjà tout à l'heure, on a besoin manuel, de personnes physiques. Oui. Donc, on emploie beaucoup de gens pour une forme de transformation. Et on est taxé de la même façon que des gens qui ont, dans d'autres corporations, qui n'ont pas besoin d'employer de gens et qui ont des très bons résultats. Et c'est là que je trouve que, quelque part, on est défavorisé, parce qu'on crée de l'emploi énormément dans le métier de la restauration, et on a les mêmes taxations que tout le monde. Qu'une boîte qui aura des robots. Que ce soit taxation, précisément, on appelle ça des charges, vous appelez des cotisations. Oui, qu'un trader, par exemple, peut aussi être taxé comme un trader qui sera tout seul, qui va se gaver. Je ne veux pas dénigrer d'autres corporations qui... Précisément, pardon, mais vous allez dans la direction de ce que j'ai dit tout à l'heure, moduler l'imposition en fonction de comment sont utilisés les bénéfices. Chaque corporation est peut-être une réglementation un peu différente, mais aujourd'hui, la restauration est en grande souffrance, parce que justement, le travail manuel coûte trop d'argent. Pardon, mais la réponse de Manuel Bompard. Aujourd'hui, a le même régime fiscal qu'un trader. C'est pas normal. Moi, je vous ai dit, j'ai fait tout à l'heure des propositions pour dire, je pense qu'il faut moduler, par exemple, en fonction de la manière avec laquelle on utilise les bénéfices. Pensez que c'est possible. Moduler l'imposition des entreprises en fonction de savoir si elles réinvestissent les bénéfices ou si elles les versent sous forme de dividendes, pour prendre cet exemple-là, je pense que c'est possible. Mais vous avez vu qu'il y a plein d'astuces pour sortir les dividendes. Mais les dividendes sont déjà taxés, il faut quand même le rappeler. Oui, avec le principe qu'on a découvert, le cum-cum, là. Donc c'est une taxe, c'est une taxation qui est une taxation à taux unique. Donc c'est pas vrai. La flat tax, c'est d'ailleurs une des mesures de Monsieur Macron. Vous voyez, une mesure qui n'a pas profité aux gens, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, qui a profité à une toute petite minorité, une toute petite poignée qui s'en est mis plein la poche sur le dos de tout le monde. Et une fois qu'on a fait ces cadeaux, on vient voir les gens et on leur dit c'est à vous de payer la facture. Après, la dernière chose que je voulais vous dire, par contre, je suis désolé, mais là on sera peut-être pas d'accord sur ce point. Moi, de mon point de vue, la principale difficulté aujourd'hui pour les restauratrices et les restaurateurs, elle est liée aux politiques économiques de baisse du pouvoir d'achat qui ont été mises en place. D'ailleurs, vos collègues, cet été, par exemple, disent entre 10 et 30% de baisse de chiffre d'affaires. Et quand ils interrogent les gens, ils le disent, c'est parce que les gens, en fait, ils n'ont plus les moyens. Voilà. Et pourquoi ils n'ont plus les moyens ? Pourquoi ils n'ont plus les moyens ? J'ai un point de vue beaucoup plus tranché que vous. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les collègues qui respectent mon restaurant fonctionnent très très bien. Très bien. Parlez-en avec les représentants de votre profession. Le problème que nous avons, c'est que nous avons trop de non-professionnels, trop de mauvais restaurants tenus par des gens qui n'ont pas les compétences, et donc on fait un amalgame. Ça nuit aux bons restaurateurs. On n'aura pas le temps de rentrer dans ce débat. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui les gens, ils se serrent la ceinture, ils n'ont plus les moyens de consommer, et que c'est un problème pour les artisans, les commerçants, les restaurateurs. Donc il faut changer de politique économique et avoir une politique qui est une politique d'amélioration du pouvoir d'achat. Donc faire l'inverse de ce que fait Monsieur Bayrou. Voilà, on pourrait débattre pendant 2 heures sur ce sujet, mais je vous remercie du débat. Merci Manuel Bompard, député France Insoumise des Bouches-du-Rhône, et rendez-vous lundi donc à l'Assemblée nationale. C'est ça. Pour normalement, ce qui paraît avéré, la chute de François Bayrou. Lundi, Monsieur Bayrou tombe. Vous oubliez ce débat. Lundi, Monsieur Bayrou tombe. Et mercredi, on manifeste pour faire tomber Monsieur Macron. Si mardi, vous êtes Premier ministre, puisqu'on parlait du pouvoir d'achat, pas de représailles. Puisqu'on parlait du pouvoir d'achat,